48 heures. Le pays retient son souffle, puis bascule. Deux nombres dominent tout, 70% d'or stratégique contre 5,6 milliards. Et chaque clause rétrécit la marge de manœuvre. Que devient votre autonomie quand Ibrahim Traoré choisit de dire non? Derrière l'apparence d'un simple bras de fer financier, l'ultimatum agit comme une mécanique froide. Céder aujourd'hui installe un précédent. Refuser ouvre la voie aux sanctions, à l'isolement et aux secousses monétaires, tandis que la rue et les institutions attendent une réponse rapide et irréversible, dans un pays où l'or structure l'économie et les exportations. Ce récit promet une lecture claire d'une crise souvent réduite à des slogans, mais dont les mécanismes sont plus précis et plus contraignants qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de savoir si un État accepte ou refuse un ultimatum, mais de comprendre ce que ce choix déclenche concrètement, étape après étape, dans les finances, les institutions et la vie quotidienne. En suivant la séquence des décisions, des chiffres et des réactions, le lecteur gagne une grille de lecture pour distinguer le symbole du réel. L'enjeu est simple et direct. Comprendre en quoi cette décision peut affecter la stabilité, l'économie et la souveraineté sur plusieurs années. Derrière les discours officiels et les réactions internationales, les clauses techniques, les délais imposés et les dépendances structurelles jouent un rôle déterminant. Ignorer ces ressorts conduit à surévaluer le courage politique ou, à l'inverse, à sous-estimer les risques matériels. Ce cadre permet d'évaluer les coûts immédiats, mais aussi les bénéfices potentiels, sans héroïsation ni dramatisation inutile, en s'appuyant uniquement sur les faits disponibles et leurs implications mesurables. Deux pages, un chiffre, et l'équilibre change brutalement. À 6h30, un document classé confidentiel parvient au sommet de l'État. 70% de l'or national exigé sous 48 heures, sans marge de négociation. Ce seuil unique transforme une tension latente en rupture imminente et place Ibrahim Traoré devant un choix qui dépasse largement la comptabilité minière. À partir de ce moment, le cadre se resserre. Les ministères sont convoqués en urgence, les conseillers juridiques décortiquent chaque clause et les responsables des mines évaluent ce que représenterait un transfert aussi massif en valeur réelle, en données et en contrôle. La décision n'est plus théorique. Céder signifierait accepter un précédent difficilement réversible, refuser impliquerait une confrontation directe avec des acteurs capables d'exercer des pressions financières, diplomatiques et monétaires coordonnées. Le temps devient une variable stratégique, car chaque heure qui passe réduit les options intermédiaires. Le contexte géologique amplifie cette pression. Depuis plusieurs mois, des signaux convergents indiquent la présence d'un gisement majeur dans le nord du pays, encore non rendu public. Des anomalies les satellites, détectés par des services extérieurs, ont circulé discrètement dans plusieurs capitales. Ce détail, rarement évoqué publiquement, modifie la perception internationale. Un État longtemps perçu comme dépendant acquiert soudain une marge stratégique nouvelle. L'ultimatum n'apparaît plus isolé, mais inscrit dans une logique d'anticipation. Sur le terrain, l'information se diffuse rapidement. À Ouagadougou, les radios commandent chaque rumeur, tandis que les discussions quittent le strict registre économique pour toucher à la souveraineté et à la capacité d'un pays à décider pour lui-même. Les analystes européens redoutent un précédent régional. À Washington, certains parlent d'un signal d'insubordination. Sur les marchés, l'or devient un indicateur de nervosité. Au centre de cette convergence d'attentes, Ibrahim Traoré demeure silencieux. Un silence interprété non comme une hésitation, mais comme une phase de mesure avant une décision appelée à déplacer l'équilibre régional. La crise cesse d'être abstraite lorsqu'elle traverse des lieux précis et des acteurs ordinaires.
Dans l'ouest du pays, une mine industrielle suspend brièvement son activité. Les machines s'arrêtent, non par panne, mais parce que les équipes techniques veulent écouter la radio locale qui détaille les implications possibles de l'ultimatum. Ce silence mécanique inhabituel marque une prise de conscience collective. Ce qui se joue ne concerne plus seulement des contrats, mais le contrôle même du travail et des données. Les ingénieurs évoquent déjà les conséquences pratiques d'un transfert massif depuis la perte d'accès aux serveurs jusqu'à la redéfinition des responsabilités opérationnelles. À Ouagadougou, un autre relais apparaît dans un cadre très différent. À l'université, des étudiants improvisent un cercle de discussion. Ils relisent les informations disponibles, comparent avec des précédents africains et questionnent la notion de souveraineté économique. Le débat est hésitant, parfois contradictoire, mais il révèle un déplacement symbolique. La politique quitte le registre lointain pour devenir un enjeu vécu, discuté et approprié. Pour beaucoup, la décision à venir ne se mesure plus uniquement mais en milliards, mais en capacité à choisir sans contrainte directe. Dans les institutions, les effets sont tout aussi rapides. Les administrations adaptent leurs routines, anticipant des ruptures de flux et des pressions extérieures. Les responsables intermédiaires comprennent que la décision présidentielle, quelle qu'elle soit, redéfinira durablement leur marge d'action. Les échanges deviennent plus discrets, plus rapides, orientés vers la cohérence et l'exécution. Ces scènes, distinctes mais convergentes, posent une même question centrale, partagée par tous les niveaux de la société. Qui assumera réellement les conséquences d'un choix imposé ou refusé, et selon quels critères mesurables? Le déclencheur survient sans mise en scène. À 7 heures du matin, un décret bref est diffusé en interne. Toutes les données minières du pays sont immédiatement verrouillées. Les serveurs étrangers qui accédaient depuis des années aux informations techniques se heurtent à un blocage total. Ce geste administratif marque un avant et un après. Ce n'est pas encore une rupture publique, mais c'est un signal clair. L'accès n'est plus automatique et le contrôle redevient national. Pour les analystes extérieurs, cette décision révèle que le refus n'est plus une hypothèse, mais une trajectoire assumée. La montée en tension est rapide. Les ministères concernés se coordonnent dans l'urgence tandis que les équipes juridiques évaluent les conséquences contractuelles de ce verrouillage. Dans les zones minières, les directions reçoivent des consignes précises. Aucune transmission de données, aucun déplacement non autorisé, aucune interruption d'activité sans validation centrale. Les routes menant aux principaux sites sont progressivement sécurisés. Des convois militaires s'installent aux points stratégiques, redirigeant la circulation et réduisant les marges d'intervention extérieures. Sur le terrain, les villages observent ces mouvements avec prudence, conscients qu'un changement structurel est en cours, mais sans encore en mesurer toute la portée. Le point culminant intervient à la mi-journée. Les forces spécialisées reçoivent l'ordre de sécuriser physiquement les sites aurifères. L'opération est volontairement discrète, pas de communication officielle, pas de démonstration symbolique excessive. Pourtant, l'effet est immédiat. Pour la première fois depuis des décennies, l'État affirme un contrôle intégral sur ses ressources stratégiques, non seulement en droit mais en pratique. Les capitales étrangères comprennent que la situation a dépassé le stade de la négociation technique. Les premières notes diplomatiques évoquent une escalade maîtrisée, mais réelle. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît publiquement. L'intervention est brève, imprévue et soigneusement cadrée. Il ne détaille pas les clauses de l'ultimatum, mais reformule l'enjeu en termes simples, opposant la gestion des ressources à la logique de l'intimidation. Cette prise de parole agit comme un catalyseur. À l'intérieur du pays, qu'elle transforme l'incertitude en mobilisation mesurée. À l'extérieur, elle oblige les observateurs à réviser leurs hypothèses sur la capacité d'exécution de l'État burkinabé.
Les répliques ne tardent pas. Les flux d'informations en provenance des compagnies minières occidentales se tarissent brutalement. Les salles de crise à Washington, Londres et Paris s'activent. Les marchés anticipent des ajustements. Dans le même temps, la population perçoit un message implicite. La décision est engagée et il n'y aura pas de retour simple à la situation antérieure. La séquence, enclenchée en quelques heures, laisse derrière elle un paysage profondément modifié, où chaque acteur doit désormais recalculer ses marges, ses risques et ses leviers. Avant la rupture, le Burkina Faso produisait environ 80 tonnes d'or par an, un volume qui représentait près de 14% du PIB et plus de 70% des exportations nationales. Ce point de départ constitue le baseline indispensable pour comprendre la transformation qui suit. Derrière cette stabilité apparente se cachait une dépendance structurelle. Contrats asymétriques, commissions élevées et contrôle extérieur des données techniques. Le système fonctionnait, mais il limitait fortement la capacité du pays à capter la valeur réelle de ses ressources, tout en exposant l'économie à des pressions indirectes. 3 mois après la nationalisation effective des données et des flux, un premier delta apparaît. La production recule temporairement de 18%. Cette baisse est immédiatement interprétée de deux manières opposées. Pour certains observateurs, elle signale une fragilité opérationnelle, conséquence du retrait partiel d'intermédiaires techniques étrangers. Pour d'autres, elle reflète un ajustement mécanique inévitable dans une phase de recentrage national. Le ralentissement s'explique par la réorganisation des chaînes de décision, auparavant externalisées, que l'État doit désormais absorber. La production diminue, mais la gouvernance se consolide. Un deuxième indicateur concerne les flux financiers internationaux. 100 jours après l'annonce publique, 62% des transactions extérieures ne passent plus par le dollar, mais par des instruments alternatifs. Ce basculement modifie l'architecture monétaire du pays. La dépendance aux systèmes de compensation occidentaux diminue, mais les risques se déplacent. La volatilité augmente, l'acceptabilité internationale varie et les opérateurs locaux doivent apprendre rapidement à gérer de nouveaux outils. Ce changement ne constitue pas une rupture brutale, mais une redistribution progressive des leviers monétaires. L'effet net suggère une autonomie accrue, bien que l'écosystème reste fragile et exigeant. Le troisième chiffre éclaire l'intérieur de l'économie. Les investissements publics et parapublics progressent sensiblement. Plus 41% dans les infrastructures, plus 23% dans l'agriculture et plus 27% dans le secteur militaire. Cette réallocation correspond à des revenus aurifères, désormais captés localement, qui ne quittent plus le territoire sous forme de commissions et de redevances. Les fonds circulent dans l'économie nationale, générant des effets visibles sur l'emploi et les chaînes de valeur internes. Le taux de chômage recule de 8,4% à 5,9%, un signal interprété par beaucoup comme une stabilisation inattendue dans un contexte de tension internationale. Ces données suscitent des réactions contrastées. Les institutions financières internationales évoquent un modèle risqué, craignant un précédent régional. Elles soulignent que la contraction initiale de la production pourrait peser sur la capacité d'importation d'un pays enclavé. À l'inverse, des économistes du Sahel avancent une lecture différente. La baisse contrôlée des exportations est compensée par une consolidation intérieure. Le pays consomme davantage ce qu'il produit, les dépôts bancaires augmentent et la confiance locale se renforce. Ainsi, les chiffres ne tranchent pas un débat idéologique. Ils dessinent une transition. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso quitte un modèle d'extraction dépendante pour en construire un autre, plus contraignant à court terme, mais potentiellement plus cohérent à long terme. Les coûts immédiats existent, mesurables et réels.
Les bénéfices structurels émergent, encore incomplets, mais déjà observables. La question n'est plus de savoir si la transition est indolore, mais si elle est soutenable dans la durée. Les observateurs internationaux se structurent rapidement en deux lectures opposées, chacune appuyée sur des arguments cohérents. La première, dominante dans les cercles financiers occidentaux, considère la trajectoire burkinabé comme un risque systémique. Selon cette analyse, la sortie partielle des circuits traditionnels du dollar et du franc CFA fragilise mécaniquement un pays enclavé. La baisse des réserves de change complique l'importation de machines, d'équipements énergétiques et de pièces industrielles indispensables au fonctionnement de l'économie. Dans cette perspective, la souveraineté monétaire accrue ne compense pas les frictions logistiques. Un ralentissement des flux extérieurs équivaut, à terme, à une contraction stratégique, car un État soumis à des pressions silencieuses dispose de moins de marge pour amortir les chocs. L'argument est classique, mais solide. L'interdépendance mondiale impose des coûts élevés à toute tentative de contournement. Face à cette approche prudente, un second camp avance une lecture radicalement différente. Composé en grande partie d'économistes africains et de chercheurs spécialisés sur le Sahel, il interprète les mêmes données comme les symptômes normaux d'une transition. Dans cette logique, la douleur économique à court terme n'est pas un échec, mais le prix d'une réappropriation. Ces analystes rappellent que le Burkina Faso a longtemps évolué dans un cadre, l'Assa, où la dépendance financière était perçue comme inévitable. La diversification monétaire, même chaotique, devient alors une étape nécessaire pour reconstruire des circuits internes. Les retards d'importation et les tensions logistiques sont lus non comme des signes d'effondrement, mais comme des indicateurs de rééquilibrage. L'argument central repose sur une hypothèse simple. Sans rupture initiale, aucun acteur national ne peut émerger durablement. La réponse la plus rigoureuse ne consiste pas à invalider l'un de ces camps, mais à croiser leurs constats. Les réserves diminuent effectivement et certains flux ralentissent. Dans le même temps, les revenus domestiques issus de l'or augmentent, les investissements internes progressent et les dépôts bancaires s'élèvent. Ces éléments n'annulent pas les risques identifiés par les analystes prudents, mais ils en réduisent la portée immédiate. La situation présente donc une double vérité. Les coûts sont réels et mesurables, mais les bénéfices structurels commencent à apparaître. La question centrale n'est plus de choisir entre optimisme et inquiétude, mais de déterminer quelle dynamique s'imposera à mesure que le temps, et non le discours, fera son œuvre. Ce basculement ne tient pas à un communiqué ni à une alliance nouvelle, mais à un déplacement discret du centre de gravité. Jusqu'ici, l'ultimatum était perçu comme une contrainte extérieure imposée à un État acculé. À partir de ce moment, il devient clair qu'il s'agit d'un test de crédibilité adressé à l'ensemble de la région. La décision n'est plus seulement burkinabé. Elle observe comment un pays réagit lorsqu'on touche au cœur de sa souveraineté matérielle. L'élément déclencheur est narratif autant que politique. Lorsque Ibrahim Traoré formule publiquement l'idée que la demande ne porte pas sur l'or, mais sur la peur, il reformule le conflit dans un langage immédiatement compréhensible. Cette phrase agit comme un filtre. Elle simplifie un dossier technique complexe en une opposition lisible. Ressources contre intimidation. À l'intérieur du pays, cette clarification réduit l'ambiguïté et aligne les institutions. À l'extérieur, elle perturbe les grilles d'analyse habituelles, fondées sur l'hypothèse d'un recul rapide sous pression. Ce changement de cadrage produit un effet mesurable. Les réactions diplomatiques deviennent plus prudentes. Les marchés suspendent certaines anticipations et les pays voisins observent attentivement. Le centre du récit s'est déplacé. Ce n'est plus la fragilité d'un État qui est évaluée, mais la capacité d'un système international à imposer ses automatismes.
À partir de là, la question n'est plus si une onde se propage, mais jusqu'où elle ira. Les effets de la décision se déploient rapidement selon quatre axes distincts, chacun révélant une facette différente de la recomposition en cours. Pour l'État burkinabé, le premier impact est institutionnel. Le contrôle renforcé des données minières et des flux financiers redonne aux administrations centrales une capacité d'arbitrage qu'elles avaient partiellement perdue. Les marges budgétaires restent contraintes, mais la visibilité s'améliore. Les décisions des PNI ne dépendent plus exclusivement d'informations produites à l'extérieur. Cette reprise en main modifie la hiérarchie des priorités publiques et renforce la cohérence interne, même au prix d'une pression diplomatique accrue. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État assume un rôle plus directif, perçu comme stabilisateur à l'intérieur et comme un signal de fermeté à l'extérieur. Pour les entreprises, notamment celles liées au secteur minier et aux services associés, les conséquences sont ambivalentes. Les groupes étrangers font face à des restrictions inédites, à des exigences de transparence renforcées et à une incertitude juridique plus élevée. Certains réduisent leurs activités, d'autres suspendent leurs investissements. À l'inverse, des sociétés locales bénéficient d'un espace nouveau. La réorganisation des chaînes d'extraction et de traitement permet à des acteurs nationaux d'accéder à des segments auparavant verrouillés. Cette dynamique ne génère pas une croissance immédiate spectaculaire, mais elle amorce une redistribution progressive des opportunités économiques, avec un accent sur la captation de valeur sur le territoire. Pour la population, l'impact est plus diffus mais tangible. À court terme, les ralentissements logistiques affectent certains produits importés et les délais s'allongent dans plusieurs secteurs. Ces contraintes nourrissent des inquiétudes, en particulier dans les zones urbaines dépendantes des chaînes d'approvisionnement extérieures. Dans le même temps, des signaux positifs émergent. Les investissements publics dans les infrastructures et l'agriculture créent des emplois locaux. Les les débats sur la souveraineté économique quittent les cercles experts pour entrer dans les foyers, les universités et les marchés. La perception dominante oscille entre prudence et fierté mesurée, avec une attente forte de résultats concrets. À l'échelle régionale, enfin, la décision produit un effet d'entraînement. Les pays voisins observent avec attention la capacité du Burkina Faso à maintenir sa stabilité malgré les pressions. Des échanges discrets s'intensifient entre gouvernements du Sahel autour de la sécurisation des ressources et de la coordination économique. Sans constituer une alliance formelle, ces discussions esquissent une convergence d'intérêts. Sur la scène internationale, les réactions restent contrastées. Certains acteurs parlent d'un précédent préoccupant, d'autres d'un signal d'émancipation. Dans tous les cas, le statu quo est rompu. Ces quatre niveaux d'impact ne s'additionnent pas mécaniquement. Ils interagissent, se renforcent ou se freinent mutuellement. Ensemble, ils dessinent un paysage nouveau, dans lequel la décision portée par Ibrahim Traoré cesse d'être un événement isolé pour devenir un point de référence, observé bien au-delà des frontières nationales. À moyen terme, l'évolution de la situation peut être envisagée selon trois trajectoires distinctes, chacune dépendant de variables encore instables: la réaction des puissances extérieures, la solidité interne des institutions et la capacité régionale à soutenir un rééquilibrage durable. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à fournir des repères pour comprendre les seuils critiques à venir. Dans le scénario central, le Burkina Faso maintient sa ligne actuelle. Les revenus aurifères, désormais mieux internalisés, soutiennent une croissance modérée, estimée entre 3,5% et 4%. Les circuits financiers alternatifs se stabilisent progressivement sans éliminer totalement les frictions. Les importations restent plus lentes et plus coûteuses, mais les secteurs jugés essentiels, énergie, agriculture, infrastructures de base, continuaient de fonctionner.
Les coopérations régionales limitent partiellement l'isolement et l'État conserve une capacité d'arbitrage suffisante pour éviter une dégradation rapide. Ce scénario repose sur une continuité exigeante, faite d'ajustements permanents plutôt que de ruptures spectaculaires. Le scénario optimiste suppose une consolidation accélérée. Des partenariats renforcés avec des acteurs non occidentaux permettent de moderniser l'extraction et de sécuriser certaines chaînes logistiques. Les investissements énergétiques, notamment solaires, réduisent la dépendance extérieure. La coopération régionale gagne en efficacité et se traduit par des corridors commerciaux plus fluides. Dans cette hypothèse, la pression extérieure s'atténue progressivement, faute de levier décisif. Le pays devient un pôle régional émergent, non par croissance explosive, mais par cohérence stratégique et résilience institutionnelle. Le scénario dégradé, enfin, repose sur une réaction extérieure plus dure, des sanctions ciblées, des restrictions technologiques et des pressions sur les corridors commerciaux ralentissent fortement l'économie. Les importations vitales deviennent plus complexes, la production minière recule durablement et les tensions sociales augmentent. Les marges budgétaires se réduisent, limitant la capacité de l'État à amortir les chocs. Le pays reste fonctionnel, mais au prix d'une contraction prolongée et d'une usure interne. Au-delà de ces trajectoires, une clé de lecture demeure essentielle. Penser en chaîne causale et en seuil. Les évolutions ne seront ni linéaires ni instantanées. Elles dépendront moins des discours que de la capacité à absorber les coûts, à ajuster les politiques et à maintenir une cohérence dans le temps. Au-delà des chiffres et des scénarios, la crise révèle des effets très différents selon la position de chacun. Pour une première catégorie, celle des acteurs directement exposés, commerçants, familles urbaines, travailleurs des secteurs dépendants des importations, la transition se traduit par des contraintes concrètes. Les délais s'allongent, certains produits deviennent plus rares et l'incertitude pèse sur les revenus à court terme. Ces réalités nourrissent des inquiétudes légitimes car elles touchent au quotidien et non à des abstractions géopolitiques. La souveraineté, ici, se mesure en coûts immédiats. Une deuxième catégorie regroupe ceux qui analysent et commentent la situation. Universitaires, journalistes, économistes, membres de la société civile. Pour eux, le Burkina Faso devient un terrain d'observation privilégié. Ils débattent de modèles économiques, de dépendance historique et de marge de manœuvre réelle. Leur regard est critique, parfois divisé, mais attentif. Ils savent que ce qui se joue dépasse le cas national. La décision portée par Ibrahim Traoré sert de point de comparaison pour d'autres pays confrontés à des dilemmes similaires entre intégration et autonomie. Enfin, un troisième cercle inclut les observateurs plus éloignés, parfois situés hors du continent. Pour eux, cette crise agit comme un révélateur. Elle interroge des certitudes longtemps admises sur la capacité d'un État à refuser une contrainte majeure sans s'effondrer immédiatement. Même sans implication directe, ces lecteurs sont amenés à reconsidérer la notion de rapport de force et la place des ressources dans l'ordre mondial actuel. Ces trois regards ne convergent pas vers une conclusion unique. Ils posent cependant une question commune, qui traverse toutes les positions. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre sa capacité à décider et à quel moment le coût devient-il trop élevé pour être soutenu collectivement? La stabilisation durable de la situation ne peut pas reposer sur des déclarations ou des symboles. Elle exige une organisation précise, séquencée et mesurable afin de transformer une décision politique en capacité réelle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réponse s'articule autour de quatre axes complémentaires, chacun associé à des responsabilités claires, des délais identifiables et des indicateurs de suivi. Le premier axe concerne la maîtrise des ressources.
Les autorités minières doivent conduire un audit exhaustif de l'ensemble des sites d'extraction en priorisant le contrôle des données, des stocks et des contrats actifs. L'objectif, à court terme, est de disposer d'une cartographie fiable permettant de distinguer les dépendances critiques des marges de manœuvre réelles. Le critère de réussite est simple: la proportion de sites dont l'exploitation et l'information associée sont intégralement contrôlées par des équipes nationales. Le deuxième axe porte sur la sécurisation énergétique. Une task force regroupant ingénieurs, économistes et responsables de la défense est chargée d'accélérer les projets solaires et hybrides déjà identifiés. Le calendrier est serré, mais l'indicateur est précis: augmenter progressivement la part de l'électricité produite localement afin de réduire la vulnérabilité aux importations et aux pressions extérieures. Le troisième axe vise la coopération régionale. Des mécanismes de coordination régulière avec les pays voisins doivent transformer les convergences politiques en flux économiques concrets. Chaque réunion doit déboucher sur des résultats mesurables: volume d'échanges intra-régionaux, corridors sécurisés ou procédures douanières simplifiées. Sans traduction économique, la solidarité reste fragile. Enfin, le quatrième axe concerne la montée en compétences internes. Des programmes de formation accélérés dans les secteurs miniers, agricoles et techniques doivent renforcer la capacité nationale à absorber les fonctions auparavant externalisées. Le succès se mesure par l'insertion professionnelle et la réduction des dépendances opérationnelles. Ensemble, ces étapes ne garantissent pas l'absence de coûts, mais elles offrent une trajectoire lisible. La question centrale devient alors: cette discipline collective pourra-t-elle être maintenue lorsque la pression extérieure et l'usure interne se feront simultanément sentir? Dans le fil de cette crise, certaines images persistent comme des repères silencieux. Celle des ouvriers arrêtant leurs machines pour écouter la radio, cherchant à comprendre ce que signifiait réellement l'ultimatum. Celle des étudiants réunis dans une salle improvisée, débattant d'une décision qui, soudain, cessait d'être lointaine. Ces scènes ordinaires, évoquées plus tôt, donnent une texture humaine à un affrontement souvent décrit en termes abstraits. Elles rappellent que la souveraineté ne se joue pas uniquement dans les bureaux ministériels ou les chancelleries étrangères. Elle se manifeste dans la manière dont une population interprète, accepte ou conteste un choix collectif. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme un point de convergence. Sa décision agit comme un relais entre des attentes diffuses et une ligne politique assumée, traduisant une volonté de cohérence plutôt qu'un geste spectaculaire. Le récit ne gomme ni les risques ni les coûts. Il met en lumière une constance: un pays ne peut s'engager sur une telle voie que s'il accepte d'emporter collectivement les conséquences, sans illusion de facilité. Les débats, les doutes et les espoirs observés dans les mines comme dans les universités dessinent une même exigence de clarté. Au cœur de cette exigence, une idée s'impose, sobre et difficile à contourner: la dignité nationale ne se délègue pas. Elle se construit, se défend et se mesure dans la durée, bien au-delà de l'instant de rupture. Lorsque l'intensité du moment retombe et que les positions se stabilisent, il reste une interrogation plus large que le cas burkinabé. L'épisode ne se réduit ni à un bras de fer financier, ni à une démonstration de volonté politique. Il agit comme un miroir tendu à un ordre mondial fondé sur des dépendances souvent invisibles, mais profondément structurantes. Le choix effectué met en lumière une question que beaucoup d'États évident: jusqu'où accepter des contraintes extérieures lorsque les ressources vitales sont en jeu? Cette réflexion dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle concerne la manière dont chaque société évalue le prix de son autonomie, la part de compromis qu'elle juge acceptable et le moment où la continuité devient renoncement. L'expérience observée sous Ibrahim Traoré
ne fournit pas de modèle prêt à l'emploi. Elle offre plutôt un cadre pour penser autrement les rapports entre souveraineté, interdépendance et responsabilité collective. L'invitation reste volontairement ouverte. Il ne s'agit pas de conclure, mais de prolonger l'analyse, de confronter les points de vue et d'examiner d'autres situations comparables. À partir de ce récit, une question demeure, simple en apparence mais exigeante dans ses implications. Face à une pression décisive, quels critères devraient guider le choix d'un pays et lesquels devraient guider le jugement de ceux qui l'observent?